On imagine souvent que les testicules fonctionnent un peu tout seuls, quoi. Mais en fait, saviez-vous que leur activité est hyper contrôlée? Ah oui, tout à fait. C'est comme un ballet hormonal super précis, une espèce de conversation chimique constante dans le corps. Absolument. C'est un système de régulation à la fois complexe et très élégant. Essentiel non seulement pour produire des spermatozoïdes en continu, mais aussi pour maintenir les niveaux d'hormones masculines nécessaires à plein de fonctions. Et justement, aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce mécanisme fascinant. On s'appuie sur les infos d'une transcription d'une vidéo YouTube, SVT-BAC, le mécanisme de la régulation du fonctionnement testiculaire expliqué. Mhm. Et notre but, c'est de décortiquer ce système pour comprendre comment le corps maintient stable la production de spermatozoïdes et d'hormones. Alors, par où ça commence cette chaîne de commande? Qui sont les grands chefs d'orchestre? Alors, le contrôle principal, ça implique, disons, un trio d'acteurs majeurs. Tout en haut, dans le cerveau, on a l'hypothalamus. Ok, Juste en dessous, toujours dans le cerveau, il y a une glande clé, l'hypophyse antérieure. d'accord. Et enfin, sur le terrain, les exécutants directs, les testicules eux-mêmes. C'est vraiment une cascade de communication. Entendu. Un axe cerveau-testicule. Alors, commençons par le sommet. L'hypothalamus, c'est quoi son rôle exact là-dedans? C'est lui qui donne le coup d'envoi? C'est exactement ça, c'est l'initiateur. L'hypothalamus contient des neurones très spécialisés. Et sous l'effet de stimulation nerveuse, des signaux électriques internes, on peut dire, ces neurones fabriquent et libèrent une substance chimique particulière, la GnRH. GnRH. Oui, gonadolibérine. C'est une neurohormone, Neurohormone, ça veut dire quoi ça? produite par un neurone, mais qui agit comme une hormone. Précisément. Elle est faite par des cellules nerveuses, mais elle est relâchée dans le sang. Ah, d'accord. Spécifiquement dans un petit réseau de vaisseaux qui l'amène direct à sa cible, l'hypophyse antérieure. Donc, elle passe par le sang pour livrer son message, comme une hormone classique, quoi. Ok. Et cette GnRH, une fois qu'elle est libérée, elle déclenche la suite. Oui, mais, et c'est crucial, il y a une subtilité dans la façon dont elle est libérée. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la libération de GnRH doit être pulsatile. Pulsatile. C'est-à-dire? Mais elle est sécrétée par courte décharge, par vagues régulières, quoi. Si elle était libérée en continu, le système en dessous, au niveau de l'hypophyse, il deviendrait insensible. Il se bloquerait. Ah, c'est bizarre ça. On pourrait penser qu'un signal continu serait plus fort, plus efficace. Pourquoi ces impulsions? En fait, c'est lié à la façon dont les récepteurs sur les cellules de l'hypophyse fonctionnent. Une stimulation constante, ça peut désinsensibiliser, comme si les récepteurs s'habituaient et arrêtaient de répondre, tu vois. Ok, je vois. Le rythme pulsatile, lui, il maintient la sensibilité des cellules cibles et ça permet une régulation beaucoup plus fine de la réponse. C'est un contrôle hyper sophistiqué, ça montre bien l'importance du timing dans la communication hormonale. Pulsatile. D'accord, donc c'est vraiment un détail clé pour que ça marche bien. Compris. Donc cette GnRH, elle voyage par le sang, elle arrive à l'hypophyse antérieure, c'est l'étape du relais, c'est ça? Tout à fait. La GnRH arrive par ce système sanguin spécifique, elle se fixe sur des récepteurs dédiés à la surface des cellules de l'hypophyse antérieure, et cette liaison, hop, c'est le signal qui déclenche l'étape suivante. Et là, ça devient vraiment intéressant, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe une fois que la GnRH a parlé à l'hypophyse? Cette interaction, ça déclenche la production et la libération par l'hypophyse de deux autres hormones. On les appelle les gonadostimulines ou gonadotrophines. Pourquoi ce nom? Parce que leur rôle, c'est de stimuler les gonades. Donc ici, les testicules. Il s'agit de la LH, LH. hormone lutéonisante, Et de la FSH. FSH, hormone folliculo-stimulante. Ce sont les messagers envoyés par le cerveau vers les testicules. En gros. LH et FSH. Ok, deux ordres différents envoyés depuis l'hypophyse. Donc on passe du cerveau aux testicules. Comment elles agissent, ces hormones, une fois arrivées? Elles font la même chose? Ah non, elles ont des rôles et des cellules cibles bien distinctes dans les testicules. Même si leurs actions se complètent pour la fonction globale. D'accord. Commencions par la LH, si tu veux. Ces cellules cibles principales, ce sont les cellules de Leydig. Les cellules de Leydig, elles sont où exactement et qu'est-ce qu'elles font quand la LH leur parle? Elles sont situées dans le tissu interstitiel, c'est-à-dire entre les tubes séminifères, là où les spermatozoïdes sont fabriqués. Ok. L'arrivée de la LH sur ces récepteurs spécifiques sur les cellules de Leydig, c'est un ordre direct. Elle leur dit de produire et de sécréter la testostérone, l'hormone androgène majeure chez l'homme.
La fameuse testostérone. On la connaît surtout pour les caractères sexuels secondaires, la voix qui mue, la barbe, tout ça, non? Oui, oui, elle est essentielle pour ça, pour le développement et le maintien de ses caractères dès la puberté. La voix, les poils, les muscles, la libido aussi. Mhm. Mais son rôle s'arrête pas là. Elle est aussi absolument cruciale, en synergie avec l'action de la FSH, pour la spermatogénèse elle-même, la production des spermatozoïdes, quoi. Ah oui. Sans testostérone en quantité suffisante directe dans les testicules, ce processus ne peut pas bien se dérouler. D'accord, donc la LH commande la production de testostérone via les cellules de Leydig. Et la FSH alors, la deuxième hormone de l'hypophyse, qui écoute son message à elle? La FSH, elle cible principalement les cellules de Sertoli. Sertoli. Oui, ces cellules sont très différentes des cellules de Leydig. Elles sont situées à l'intérieur même des tubes séminifères. Elles forment une sorte de barrière et d'environnement de soutien autour des cellules germinales, celles qui deviennent des spermatozoïdes. Ok, donc la FSH agit vraiment au cœur de l'usine à spermatozoïdes. Quel est l'ordre qu'elle donne aux cellules de Sertoli? La FSH stimule les cellules de Sertoli à faire plusieurs choses. Mais une des plus importantes mentionnées dans notre source, c'est la production d'une protéine spécifique, l'ABP. ABP. Oui, Androgen Binding Protein, protéine de liaison aux androgènes. Revient une autre astuce du système. Si on relie ça à l'objectif final, une spermatogénèse efficace, le rôle de l'ABP est fondamental. La testostérone est bien produite juste à côté, oui, Mais mais elle pourrait diffuser trop vite ou ne pas atteindre une concentration suffisante près des cellules germinales qui se développent. La ABP, qui aime beaucoup la testostérone, qui a une forte affinité pour elle, elle agit comme une sorte d'éponge moléculaire. une éponge, c'est-à-dire? Elle se lie à la testostérone, ça forme un complexe, testostérone-ABP. Et ce complexe, il permet de piéger et surtout de concentrer la testostérone à l'intérieur des tubes séminifères, précisément là où on en a besoin pour stimuler les étapes de maturation des spermatozoïdes. Ah d'accord, ok. La concentration de testostérone atteinte localement grâce à l'ABP est beaucoup, beaucoup plus élevée que celle qui circule dans le sang, hein. Sans cette concentration locale massive, la spermatogénèse ne serait pas efficace. C'est vraiment un mécanisme clé pour s'assurer que l'action de la testo soit ciblée et puissante au bon endroit. Ah oui, l'idée de concentrer l'hormone localement avec une protéine spéciale, c'est malin. Ça montre à quel point le système est optimisé. Mais tout ça, GnRH, LH, FSH, testostérone, ABP, ça tourne en continu. Qu'est-ce qui se passe si les niveaux, par exemple le taux de testostérone, deviennent trop hauts? Le système risque pas de s'emballer? Non. Et c'est là toute la beauté de la régulation. Le système a des freins automatiques intégrés. On parle de rétrocontrôle négatif, ou negative feedback en anglais. D'accord. Le corps surveille tout le temps les niveaux d'hormones et il agit pour les maintenir dans une fourchette stable. Un peu comme un thermostat hormonal, quoi. C'est une bonne image, oui. Prenons la testostérone. Si sa concentration dans le sang dépasse un certain seuil, cette testostérone elle-même, elle va agir comme un signal stop sur les centres de commande qui ont ordonné sa production. Elle va remonter jusqu'au cerveau pour dire « calmez-vous là-haut, on en a assez ». Exactement. La testostérone exerce ce rétrocontrôle négatif à deux niveaux. D'une part, elle freine la libération de GnRH par l'hypothalamus. Ok, elle coupe à la source. Voilà. Et d'autre part, elle freine directement la libération de LH par l'hypophyse antérieure. C'est une double action inhibitrice. Très efficace. Et la conséquence directe de ce double freinage? Moins de GnRH, ça veut dire moins de stimulation de l'hypophyse. Moins de LH, ça veut dire moins de stimulation des cellules de Leydig dans les testicules. Logique. Résultat, il est, les cellules de Leydig ralentissent leur production de testostérone, le taux dans le sang diminue, il revient vers sa valeur normale, sa valeur de consigne. C'est une boucle de régulation classique qui assure l'homéostasie, la stabilité du taux de testostérone. Après, ça soulève la question de ce qui définit ce seuil, et comment il peut varier, bien sûr. Très clair pour la boucle testo-LH. C'est un système qui se limite lui-même. Mais quid de l'autre branche, celle de la FSH et de la spermatogénèse? Il y a un frein similaire pour éviter que la production de spermatozoïdes s'emballe, par exemple? Oui, tout à fait. Il existe une autre boucle de rétrocontrôle qui implique les cellules de Sertoli. Ah, celles qui produisent la BP? Celle-là même, oui. Stimulée par la FSH. En plus de l'ABP, ces cellules sécrètent une autre hormone, une hormone peptidique, l'inhibine. L'inhibine. Son nom dit tout, j'imagine. Elle inhibe quelque chose? Exactement. Quand les cellules de Sertoli sont bien stimulées par la FSH et que la spermatogénèse est très active, elles produisent et libèrent plus d'inhibine dans le sang. Et cette inhibine, elle remonte jusqu'à l'hypophyse antérieure.
Et là, elle freine quoi? La LH, l'affaissage, les deux? L'inhibine exerce un rétrocontrôle négatif très spécifique. Elle freine surtout la sécrétion de FSH par l'hypophyse antérieure. Ah, seulement la FSH. Oui, elle a peu ou pas d'effet sur la sécrétion de LH. C'est donc une boucle de régulation dédiée à contrôler le niveau de stimulation par la FSH sur les cellules de Sertoli, et donc indirectement à moduler l'intensité de la spermatogénèse. C'est intéressant ça. On a donc deux boucles de rétrocontrôle qui agissent en parallèle, on dirait. La testostérone qui régule la LH et la GnRH et l'inhibine qui régule la FSH. Est-ce qu'on sait si elles se coordonnent finement ou si elles fonctionnent de manière assez indépendante pour maintenir l'équilibre? C'est une excellente question. Ça touche à la complexité de l'intégration de tous ces signaux. Même si elles ciblent des hormones hypophysaires différentes, LH versus FSH, ces boucles ne sont pas totalement indépendantes. Ah bon? Pourquoi? Parce que les processus qu'elles régulent, la production de testo et la spermatogénèse, sont super liés dans le testicule. Par exemple, la testostérone est nécessaire à la spermatogénèse qui est stimulée par la FSH via les cellules de Sertoli. D'accord, oui. Donc, si la LH et la testostérone baissent, ça aura un impact sur la fonction des cellules de Sertoli, même si la FSH reste stable. Et inversement, l'état de la spermatogénèse, reflété par l'inhibine, influence la FSH. Le système ajuste en permanence les deux branches pour maintenir à la fois un taux de testo adéquat et une production de spermatozoïdes adaptée. L'équilibre final, c'est le résultat de l'interaction dynamique entre ces deux boucles principales. Ok, d'accord. C'est une régulation croisée assez subtile. Alors, si on devait résumer les rôles clés de ces deux types de cellules dans les testicules, Leydig et Sertoli, en se basant sur notre source, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour leur fonction? Pour les cellules de Leydig, celles qui sont entre les tubes, leur rôle principal, c'est la production de testostérone sous l'influence de la LH. Mhm. Et cette testostérone, elle a une double action. Elle active la spermatogénèse en duo avec les cellules de Sertoli et elle exerce le rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, LH-GnRH, pour réguler sa propre production. Elles sont vraiment au cœur de la boucle androgénique. Et les cellules de Sertoli, à l'intérieur des tubes? Elles ont un rôle multifacette essentiel. Premièrement, elles soutiennent et activent la spermatogénèse, notamment en produisant l'ABP pour concentrer la testostérone localement sous l'influence de la FSH. Ok. Deuxièmement, elles participent à la régulation en produisant l'inhibine qui exerce ce rétrocontrôle négatif spécifique sur la FSH. Oui. Souvent mentionné, c'est leur fonction de soutien et de nutrition pour les cellules germinales pendant tout leur développement. C'est complexe de devenir un spermatozoïde. Elles créent le micro-environnement nécessaire. Ce sont un peu les gouvernantes de la spermatogénèse. C'est fascinant de voir cette division du travail et cette collaboration hyper étroite. Leydig pour la testo et le feedback LH, Sertoli pour le soutien à la spermatogénèse, la concentration de testo via l'ABP et le feedback FSH via l'inhibine. Et tout ça orchestré par les signaux venus du cerveau. Exactement. Pour résumer, tout le fonctionnement testiculaire est sous le contrôle d'un dialogue hormonal permanent entre le cerveau, le complexe hypothalamo-hypophysaire, et les testicules. Les hormones GnRH, LH, FSH, testostérone et inhibine sont les messagers, les mots de ce dialogue incessant. Un dialogue dont le but est bien précis, on l'a vu. Oui, le but final, c'est de maintenir une production continue et relativement stable de spermatozoïdes fonctionnels tout au long de la vie reproductive de l'homme. Et en même temps, d'assurer des niveaux suffisants et stables de testostérone pour toutes ces autres fonctions. Les mécanismes de rétrocontrôle négatif sont les garants de cette stabilité, de cette homéostasie. C'est un exemple assez remarquable de la manière dont le corps maintient son équilibre interne malgré les fluctuations potentielles. Une mécanique biologique d'une précision vraiment impressionnante. Et justement, cette précision, cette dépendance à un dialogue hormonal si fin, ça fait réfléchir. Étant donné la délicatesse de cet équilibre, comment des facteurs externes, on pense aux perturbateurs endocriniens dans l'environnement, au stress chronique, à certains aspects du mode de vie comme l'alimentation, ou même trop ou pas assez de sport, comment tout ça pourrait potentiellement interférer avec ce dialogue essentiel entre le cerveau et les testicules? C'est une préoccupation majeure et un domaine de recherche très très actif. Théoriquement, toute substance ou condition qui pourrait mimer l'action d'une hormone, ou bloquer ses récepteurs, ou perturber sa production, son transport, son élimination, ou même interférer avec les signaux en aval, pourrait dérégler cet axe. Le stress chronique, par exemple, on sait qu'il peut affecter la libération de GnRH. Certains polluants environnementaux sont suspectés d'agir comme des perturbateurs endocriniens, en brouillant les signaux hormonaux,
Comprendre ces interactions, c'est crucial, parce qu'une perturbation de cet équilibre peut avoir des conséquences sur la fertilité, bien sûr, mais aussi sur la santé en général. Ça ouvre effectivement une réflexion importante sur la vulnérabilité potentielle de ces systèmes biologiques hyper complexes face aux pressions de notre environnement et de nos modes de vie modernes. Une question à garder en tête, peut-être, pour une future discussion.